Ça vous est déjà arrivé d'avoir une chanson coincée dans la tête? Moi, depuis des mois, c'est What is Love. Impossible de m'en défaire. Et à chaque fois, je visualise Jim Carrey et sa danse de la tête en voiture. Avoir une chanson dans la tête, ça arrive au moins une fois par semaine à 90% des gens. Avec toutes sortes de tubes. Mais comment ça se fait qu'un air ne vous lâche plus pendant des heures et des jours, déclenché parfois par une simple mélodie ou par le moindre mot? Pourquoi certaines chansons restent dans la tête? Ces chansons coincées dans votre cerveau, ça porte un nom. Earworms, En français, des vers d'oreille. or we sometimes call them involuntary musical imagery. Vers d'oreille, ça vient de l'allemand. Ohrwurm. Un terme qu'un psychiatre a créé en 1979, alors qu'il pensait peut-être au tube de l'année à l'époque. Dans un monde où la musique est partout, rien de plus surprenant que ça nous arrive aussi souvent. Et pourtant, en 1876 déjà, l'écrivain américain Mark Twain parlait du phénomène dans une nouvelle, Un cauchemar littéraire. Depuis des décennies, des psychologues, des musicologues, des neuroscientifiques se sont penchés là-dessus. Et on est aujourd'hui capable d'identifier plusieurs causes. D'abord, certaines chansons comportent en elles-mêmes des structures musicales qui en font de potentiels vers d'oreille. En 2015, cette psychologue a sondé 3000 participants pour établir un classement des vers d'oreille. La composition des chansons a été comparée à celle de plusieurs morceaux de pop similaires pour voir ce qui les distinguait. Premier ingrédient, un tempo plus rapide que la normale. 124 BPM, exactement comme What is Love, contre 115 en moyenne. Ensuite, une mélodie générique, facilement prévisible. So an example of something with a generic melodic shape, like I said, would be something like a children's song like Twinkle Twinkle Little Star, where it starts low, goes high, and then goes low at the end of the phrase again. So Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. On observe d'ailleurs la même chose avec les chœurs de Bad Romance de Lady Gaga, un des morceaux les plus cités dans l'étude. Une autre caractéristique, c'est un enchaînement de notes avec un intervalle important entre elles. Par exemple, une tierce ou une quarte. Un exemple. In the Mood by the Glenn Miller Band, which has quite a lot more leaps than you would expect in comparison to your sort of average pop song. La psychologue cite un deuxième exemple, My Sharona. Tiens. La dernière caractéristique concerne les paroles, qui sont d'une part assez répétitives, encore comme dans What is Love, et ensuite... Some of our top songs had a lot of these kind of nonsense lyrics that are quite easy to sing along with, like Bad Romance by Lady Gaga that has, rah rah na na na. Ce qui s'applique effectivement à bien des chansons. Mais si on a la recette d'un vers d'oreille, comment expliquer qu'on n'ait pas la formule magique pour en fabriquer un à coup sûr? La structure musicale en elle-même, c'est une piste intéressante, mais pour aller plus loin, il faut s'intéresser à ce qui se passe ici, dans notre cerveau. En fait, chacun réagit différemment parce que notre biologie est différente selon ce qu'a observé Nicolas Farrugia, chercheur en neurosciences cognitives, qui a étudié une quarantaine de sujets par des IRM et des questionnaires. Donc on a vu des choses assez intéressantes. On s'est rendu compte par exemple que y a une zone du cerveau assez profonde qui s'appelle l'amygdale, reliée au processus émotionnel rapide. Très instinctif. Par exemple, les réflexes de fuite, des choses comme ça. L'amygdale est aussi impliquée dans les émotions liées à l'écoute musicale, selon plusieurs études. Elle est connectée à un endroit qui s'appelle le pôle temporal, dont la quantité de matière grise est liée au fait d'être dérangé par les vers d'oreille. Alors avec le cortex auditif, c'est intéressant, parce qu'on a vu une relation dans l'autre sens. Quand l'épaisseur corticale diminuait, les gens avaient davantage d'earworms. Pour ce décryptage, on vous a demandé sur les réseaux sociaux quels étaient les tubes qui tournaient en boucle dans votre cerveau. Et ce qui m'a surpris, c'est que très peu de vos suggestions se recoupaient. D'ailleurs, dans le fameux classement dont j'ai parlé plus tôt, la plupart des morceaux n'étaient nommés qu'une seule fois. En d'autres termes, chacun a sa chanson bête noire à lui. Feeling Good de Nina Simone. Bande organisée en ce moment. La raccolta de Angelo Branduardi. La dernière fois, j'y pensais ce matin. J'étais sur Instagram, quelqu'un qui était à Marseille, direct. C'est pas la capitale, c'est Marseille. Tout de suite. Passato il tempo della raccolta. Ces chansons sont souvent associées à des souvenirs, ce qui concorde avec une autre observation de l'étude de Nicolas Farrugia. Ceux qui trouvent les vers d'oreille agréables ont une densité de matière grise plus forte dans une région liée à la mémoire.
le cortex para-hippocampique. Et dans vos témoignages, la mémoire est souvent impliquée. Mon grand-père l'adorait, je le chantais quand j'étais petite, etc. Donc ça va activer des souvenirs d'enfance. Ma famille en Oliveraie, quand je vais à la campagne, je me souviens en particulier de ces journées-là passées sous les arbres à faire la récolte. Le dernier enseignement des neurosciences, c'est qu'un lien a été observé entre la fréquence des vers d'oreille et l'épaisseur d'un ensemble de zones au centre du cerveau, le mode par défaut. Cet endroit est activé lors des pensées internes, des rêves éveillés, quand l'esprit vagabonde. Par exemple, pour moi qui suis de nature à laisser divaguer mes pensées, c'est souvent dans ces moments-là que je me mets à siffloter What is Love sans m'en rendre compte. D'un point de vue psychologique, notre humeur et notre type de personnalité peuvent aussi jouer. People that are more open to experience, so more imaginative and creative, for instance, tend to have more earworms, but they also tend to evaluate them as a more sort of positive experience. Whereas people that have obsessive compulsive tendencies often also tend to have more earworm experiences, but they tend to evaluate them more negatively. L'expérience du ver d'oreille est tellement personnelle qu'elle toucherait à quelque chose d'intime, selon Peter Zendy, qui appréhende la musique du côté philosophique. Il y a un moment magnifique dans La recherche du temps perdu de Proust où deux personnages écoutent un motif musical et pour eux, ça devient vraiment le signe de leur amour. Et Proust compare ça à l'air national de leur amour. C'est presque paradoxal parce qu'un amour, ça n'a rien de national. Un amour, c'est justement au contraire quelque chose de très intime. Et donc, j'ai essayé de caractériser le tube comme un hymne intime. Ces hymnes intimes, qu'est-ce qui les déclenche ? Ça peut être lié, on l'a dit, à des souvenirs, ravivés par une situation. Faire du vélo, faire la vaisselle, aller à la campagne ou à la montagne. On sait aussi que le succès, et donc l'exposition de la chanson, sont des facteurs, tout comme le fait de l'avoir entendu récemment. Votre engagement musical fait de vous une probable victime. Si vous avez fait du solfège, que vous jouez d'un instrument plusieurs heures par semaine, désolé mais vous êtes la cible. Et puis, il y a le déclenchement par association d'idées avec un mot ou un groupe de mots. Par exemple, si je vous dis « umbrella ». Ou banc public. Ou pour les plus jeunes, contresens. C'est le S. Une des pistes évoquées par les psychologues pour l'expliquer, c'est l'effet Zeigarnik, c'est-à-dire la tendance à plus se souvenir d'une tâche inachevée que d'une tâche terminée. Et lorsqu'on perçoit ces mots, c'est comme si on entendait le début du refrain ou une partie de la chanson, sans l'entendre en entier. Les vers d'oreille, ça peut parfois pourrir la vie de certaines personnes. Des chercheurs du Texas ont même démontré les effets négatifs sur la qualité du sommeil. Ça peut être très débilitant en fait. On reçoit des mails des fois de gens qui nous disent voilà, j'ai la même musique en tête depuis 25 ans, je sais pas quoi faire, je deviens complètement fou. Les Italiens ont d'ailleurs un mot assez poétique pour paraphraser le mot tube. Tormentone. Tormento, c'est le tourment, c'est la torture même. Donc le tube en italien, c'est cette mélodie obsédante qui vous tourmente en fait. Alors pour ne pas vous laisser tourmenter, plusieurs techniques sont connues. La première, l'écouter en entier, pour en faire une tâche terminée et neutraliser l'effet Zeigarnik. Vous pouvez aussi chanter God Save the Queen, selon les conclusions d'une étude anglaise très sérieuse. On parle aussi de faire des puzzles, des sudoku, boire à la paille ou mâcher un chewing-gum. Tout ça dans le but de distraire le cerveau. Mais n'oublions pas que 2/3 des expériences ne sont pas perçues comme négatives. Alors parfois, il vaut mieux faire le dos rond, attendre que ça passe, l'accepter et chanter à voix haute. D'ailleurs, ça nous intéresse de connaître les techniques que vous employez. Dites-le nous en commentaire. Et si vous en avez marre d'être assailli en permanence par la musique, eh ben vous pouvez écouter France Culture.